Nous nous sommes déplacés de quelques mètres à peine dans un lieu qui sera visité dans quelques jours par des milliers de curieux, le musée Coca-Cola dont le siège se trouve, coïncidence, à Atlanta. Alors bien sûr, la grande question que tout le monde se pose, c'est de savoir si Coca a acheté les Jeux d'Atlanta au détriment de ceux d'Athènes. Nous avons longuement enquêté sans avoir réussi à trouver assez de preuves pour étayer cette troublante coïncidence. Reste que la firme Coca-Cola est connue dans le monde entier et elle est bien décidée à faire de ces Jeux Olympiques la plus grosse opération de toute son histoire. Voici la chronique d'un succès planétaire qui a commencé il y a tout juste 110 ans. Coca-Cola, la soif de vendre, c'est un reportage de Pascal Golomer et Philippe Montoisy. Mesdames et messieurs, je vous salue, je vous dis bonsoir au nom de Coca-Cola, n'est-ce pas? À tous ceux qui ont déjà bu Coca-Cola, je vous souhaite la bienvenue. Je vous demande gentiment de rester là où vous êtes, n'est-ce pas? Et bien, mesdames et messieurs, l'heure est venue de déguster votre boisson préférée, n'est-ce pas? L'heure est venue, mesdames et messieurs, de ne pas bouger d'un seul iota parce que dans quelques petites minutes seulement, l'instant du bonheur va commencer pour tous et pour toutes. Mais mesdames et messieurs, avant, eh bien, cet instant de bonheur, voici, mesdames et messieurs, Always Coca-Cola. Ce soir-là, le Carpodium fait étape à Yamoussoukro. Tout au long de l'année, il sillonne les routes de Côte d'Ivoire pour prêcher la bonne parole et l'animateur connaît son métier. On dit dans le lobby, Coca-Cola, c'est ma boisson préférée. Coca-Cola, du matin on boit. Coca-Cola, du matin on boit. Hier, vous avez consommé combien de bouteilles de Coca là? Hier, je n'ai rien. Pourquoi? Je n'avais pas les sous. Parce que vous n'avez pas les sous. Parce que vous n'aviez pas les sous hier, vous n'avez pas bu de Coca. C'est pas bien grave. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui savent danser le Nawa là? Il y a plein. Après que vous, parce que tout à l'heure on va faire le concours des Nawa pour prix, n'est-ce pas? Bertricot Coca-Cola. Musique et concours de danse pour l'ambiance avec des t-shirts à gagner. Mais la seule, la vraie vedette, c'est la bouteille. Aujourd'hui, dégustation gratuite pour les heureux élus, la bouteille omniprésente, car chez Coca-Cola c'est l'obsession. Le produit doit sans cesse se rapprocher du consommateur, toujours à portée de main, toujours sous les yeux. Car lorsque le consommateur aura soif, il pensera Coca, et Coca augmentera ses ventes. Une équation simple, appliquée aujourd'hui dans 200 pays à travers le monde. Le quartier général. C'est ici, au siège d'Atlanta, que se définit toute la stratégie, continent par continent, pays par pays. 5000 personnes qui tracent les objectifs et qui surveillent semaine après semaine l'évolution des ventes. Marbre et costume gris, austérité, tradition, la multinationale se veut discrète et n'aime guère ouvrir ses portes, même si parfois certains rêvent à haute voix. Ce que je veux, c'est trouver une bouteille comme celle-là dans les mains de 5 milliards 600 millions de personnes, partout dans le monde, quand ils se lèvent le matin. 5 milliards 600 millions de personnes qui se lèvent en ayant soif chaque jour. Même s'il n'y a pas de logo dans les rues, pourvu qu'il y ait une bouteille dans toutes les mains. Voilà notre objectif. Des bouteilles ouvertes, évidemment, pour qu'ils puissent les boire. En tout cas, chez Coca-Cola, on se doit d'avoir une bouteille ou un verre à la main devant la caméra. Toutes les occasions sont bonnes pour s'offrir une publicité gratuite pour donner soif aux téléspectateurs. Les produits Coca-Cola sont consommés pour l'instant 834 millions de fois par jour et les salariés eux-mêmes montrent l'exemple. Plus de 8 litres par personne et par an, en moyenne, soit près de la moitié des boissons non alcoolisées vendues dans le monde. De quoi drainer vers Atlanta 90 milliards de francs de chiffre d'affaires. Et c'est à Atlanta que l'histoire a débuté. Dans une pharmacie, il y a tout juste 110 ans, le docteur Pemberton mit au point un sirop à base de feuilles de coca et de noix de cola, vendu 5 cents le verre.
Il y a ajouté de l'eau gazeuse, par erreur, dit la légende. Son associé suggéra le nom et le dessina. Le dessin n'a pas changé depuis. 2 ans plus tard, Pemberton vend son produit à un homme d'affaires, Asa Candler, pour un peu plus de 10 000 francs. La Coca-Cola Company est créée en 1892. L'histoire s'accélère avec les premières mises en bouteille, la bouteille qui prendra sa forme définitive dès 1916. Des centaines d'usines s'ouvrent à travers les États-Unis, puis à l'étranger. Mais c'est la Deuxième Guerre mondiale qui va propulser la marque vers les sommets. En 1941, Robert Woodruff, le patron de l'époque, veut voir chaque soldat américain acheter une bouteille de coca pour 5 cents, où qu'il soit. Objectif ambitieux, mais en juin 1943, le général Eisenhower lui-même donne un sérieux coup de main en réclamant depuis son quartier général d'Afrique du Nord la construction par l'armée de 10 usines d'embouteillage. Coca-Cola a soutenu le moral de l'armée américaine, mais c'est l'armée qui a financé le développement de Coca-Cola à l'étranger. Les Américains ont gagné globalement sur le plan mondial la Deuxième Guerre mondiale et toutes leurs marques ont été propulsées par les GI en Europe et sur le front asiatique. Et c'est devenu la boisson des gagneurs, la boisson de ceux qui ont gagné. Des marques de cigarettes en ont aussi profité d'ailleurs, hein. Des marques de chewing-gum aussi. Mais Coca-Cola a été boostée par la Deuxième Guerre mondiale. Désormais, pour le monde entier, c'est la boisson des gagneurs. Et Coca-Cola devint ainsi une marque mondiale, à peu de frais, à partir d'un produit dont on sait finalement bien peu de choses. Défense d'entrée. À 2 pas du circuit du Castellet, près de Toulon, voici l'une des 4 grosses usines qui fabriquent le concentré Coca-Cola dans le monde. Aucune trace de la marque. Le site appartient pourtant à la compagnie, mais elle a choisi un pseudonyme. Question de discrétion. Le lieu est stratégique, on élabore ici tous les concentrés de la gamme pour 30 pays, 190 formules différentes. Le Coca-Cola, lui, est unique, paraît-il, quel que soit le pays. Impossible de le vérifier, le mystère fait aussi partie de la recette. Tout ce que je vous dirai, vous le savez déjà, il suffit de regarder une boîte pour le voir. Dans le Coca-Cola, il y a du caramel, il y a de l'acide phosphorique, et puis il y a des arômes naturels. Et sur ces arômes naturels? Je ne vous dirai rien. Est-ce que vous les connaissez, ces arômes naturels? Non, et même si je les connaissais, je vous dirais que je ne les connais pas. Donc la formule est secrète et reste secrète. La formule est secrète et je pense qu'elle restera encore bien longtemps secrète. On ne nous montrera rien d'autre. Coca-Cola entretient le secret parce que le secret intrigue le consommateur. Et un consommateur intrigué viendra peut-être plus rapidement acheter la bouteille, tactique commerciale. Voilà les concentrés arrivés à destination dans l'usine d'embouteillage d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais c'est seulement en mélangeant ces 2 flacons qu'on obtient le vrai concentré Coca-Cola. Une potion imbuvable à l'état brut. Certains y auraient décelé des huiles essentielles d'orange, de coriandre, de noisette et de cannelle. La feuille de coca, elle, a disparu depuis 1903. Une fois ajouté l'eau, le sucre et le gaz carbonique, ces 2 flacons suffisent à mettre en bouteille 3000 litres de boisson. Un concentré que Coca-Cola vend à tous ses embouteilleurs dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire le prix auquel vous achetez le concentré que vous livre Coca-Cola? Non, je ne peux pas vous le dire. Parce que ça, c'est un secret. C'est un secret. Et vous le savez? Bien sûr. Mais vous ne me le direz pas? Non. Un prix inférieur en tout cas à celui pratiqué en Europe, jusqu'à 15 fois moins cher. Coca-Cola fait de gros profits dans les pays industrialisés. En Afrique, il s'agit d'abord de vendre beaucoup pour inonder le marché. Jean-François Pétel se sent un peu chez lui ici. Il dirige toutes les activités de Coca-Cola en Afrique de l'Ouest. Et lorsqu'il visite l'usine à nos côtés, il demande tout naturellement à l'embouteilleur de lui ouvrir une bouteille. C'est si bon devant la caméra. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'une maladresse. Jean-François Pétel ne tarit pas d'éloges sur son embouteilleur. L'usine appartient au groupe français Castel, très bien implanté dans la région, un poids lourd dans le secteur des boissons. Mais son représentant sur place n'est guère bavard, c'est la tradition de la maison. Les produits Coca-Cola, c'est pourtant aujourd'hui 80% de l'activité de l'usine. 13 millions de bouteilles, toutes consignées. Chacune fera au cours de sa vie une centaine d'allers-retours. Tout cela, c'est le concessionnaire qui le paye.
Coca-Cola lui impose son cahier des charges, ses normes de qualité, selon les critères fixés à Atlanta. Coca-Cola contrôle aussi ses produits discrètement sur les lieux de vente. L'embouteilleur accepte sans broncher puisque l'affaire est rentable. 6 centimes par bouteille, avoue-t-il, bien plus selon certains professionnels. En tout cas, foi de Coca-Cola, c'est la confiance qui règne. La relation avec nos concessionnaires doit être comme ça. Et il n'y a pas de développement possible sans cette compréhension mutuelle des objectifs et sans qu'on ait la même ambition. La même ambition qui est de vendre plus à plus de consommateurs. Un beau discours, plein de bons sentiments, mais ces objectifs, c'est Coca-Cola qui les fixe, bien sûr. L'embouteilleur a bien peu d'armes pour exiger quoi que ce soit. En Côte d'Ivoire, la consommation de Coca-Cola est de 11 bouteilles par habitant et par an. Un chiffre sur lequel chaque responsable local sera jugé. 11 bouteilles, c'est 3 fois moins que la consommation de bière. Il faut donc faire mieux, et ce n'est pas Abidjan qui décide, c'est Atlanta. Notre stratégie pour tout le continent africain, et pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est de doubler la croissance du volume des ventes d'ici à l'an 2000. Cela signifie une croissance annuelle de 15% en Afrique au cours des 5 prochaines années. Et pour atteindre l'objectif, les stratèges américains n'ont qu'un mot à la bouche, disponibilité. La bouteille doit aller partout. À Trècheville, un quartier populaire d'Abidjan, les vendeurs s'affairent dès 6 h du matin autour de leur chariot. Tous aux couleurs de Coca-Cola. Une vraie publicité ambulante et gratuite. Ils sont 400 à sillonner la ville tous les jours. Siaka Diallo a acheté 100 bouteilles pour 130 francs, glace comprise. S'il vend la totalité du stock dans la journée, il empochera 40 francs de marge, bien plus que le salaire minimum ivoirien. Mais il lui faudra pour cela travailler jusqu'à 18 h. Un vendeur motivé et qui ne coûte rien, c'est exactement ce que recherche Coca-Cola. Mais cela ne suffit pas. Pour augmenter ses ventes, la compagnie achète elle-même des glacières et des parasols et elle impose à ses vendeurs des prix très bas. Tous les commerces et les cafés qui pratiquent des prix plus élevés devront donc réduire leurs marges sous peine de perdre leur clientèle. Et Coca-Cola verra ses ventes augmenter. Cela fait partie de notre stratégie. Il faut que le produit soit disponible. Ça ne sert à rien de faire du marketing en fond quand le consommateur ne peut pas avoir le produit à portée de main. C'est un point de vente qui est pratique. Il a sa mille tables, il apprend, il peut se déplacer, il se met là où il y a du monde. Et donc, il se rapproche de nos consommateurs et il rend nos produits plus accessibles. Accessible, disponible, le refrain est connu. Et chaque responsable de le reprendre à son compte dès qu'il en a la possibilité, comme un bon élève qui récite sa leçon, qu'il soit à Atlanta ou sur la lagune, près d'Assini.